À ce qu'il paraît, Emmanuel Macron est devenu dictateur et la Ve République constitutionnalise la dictature, selon Blast. Regardons. Je dissous donc ce soir Vive la République! l'Assemblée nationale. Vive la France! Démissionnerait pas avant 2027. Non, mais je tords le cou à ce canard qui n'a jamais existé. C'est absurde. Il y a chez le président Emmanuel Macron une volonté forte de s'inscrire dans une tradition bonapartiste et gaulliste dite du coup d'État. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. C'est un peu démago, hein. Je sais bien qu'Emmanuel Macron, il fait chier tout le monde, mais 2005, Chirac qui a chié sur les Français après son référendum. Bon. Et il y a beaucoup de présidents dans la troisième qui, tu leur donnes aujourd'hui les clés de la Ve République. Je sais pas à quoi ça aurait ressemblé, hein. Donne les clés à Georges Clemenceau, qui était sans pitié, hein. Il a dit lui-même, hein, je n'en ai que faire des générations futures. Il faut corriger l'Allemagne le plus sévèrement possible. Clemenceau, à la tête de la Ve République, ça aurait été une catastrophe, hein. Donc bon, Emmanuel Macron, il a aucun charisme. Désolé, mais arrêtez. Il a aucun charisme, Emmanuel Macron. Bon, en tout cas, je pense que cette vidéo est déjà assez, comment dire ça, assez. Il a déjà une ligne directrice. Voilà, est assez peu objective parce que Emmanuel Macron est en train d'achever le truc. Mais bon, Emmanuel Macron, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme Louis XVI, hein. C'est-à-dire que on a fait des bêtises durant, par exemple, l'Ancien Régime. Ça a commencé avec Henri IV. Ça s'est aggravé jusqu'à Louis XVI. La personne qui a payé, ça a été Louis XVI. Emmanuel Macron, c'est pareil, hein. Les problèmes ont commencé depuis d'Estaing, j'ai envie de te dire. Emmanuel Macron, on arrive déjà presque à la fin de la catastrophe. Donc là, on est juste en train de nourrir un sentiment de haine. Moi, je pense qu'il faut être complètement détaché de tout cela. Il faut rester préparé pour l'après Ve République, parce que là, il y aura d'énormes opportunités, tout simplement. À partir d'aujourd'hui, je prendrai au besoin directement les mesures qui me paraîtront exigées par les circonstances. Moi, je suis, vous savez, républicain. Les Françaises et les Français m'ont confié un mandat. Je l'ai sollicité pour la deuxième fois. Ils me l'ont confié pour la deuxième fois. Et je l'assumerai dans sa plénitude. Il est nullement légitime, car moins de 20% des Français ont voté pour ce mec. En plus, les 20% des Français, c'est des personnes qui avaient des actifs en France et qui ne voulaient pas perdre des actifs, des rentiers. L'institution de la Ve République, elle a de très nombreuses particularités et la plus emblématique, peut-être, c'est celle de constitutionnaliser la dictature. Ne parlez pas de violence policière. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Ça aussi, c'est un peu démago. Désolé, le Philippe Ier, les Bourbons, toute forme de monarchie parlementaire, avant la Première Guerre mondiale, avec la mort de Jean Jaurès, tu as toujours eu ce genre de choses. Toujours. Il y a 5 patterns qui se décrivent, qui se dévoilent de plus en plus avant un grand virement dans un pays. Tu as la corruption, le favoritisme très présent. Tu as les inégalités qui s'accentuent. Tu as les dépenses insensées. Tu as l'augmentation des taxes. Tu as les grosses répressions des populations. Et tu as la taxation qui, elle aussi, devient de plus en plus présente dans la vie des personnes. Et désolé, on n'a pas attendu Emmanuel Macron pour voir que cela s'est passé. Ça s'est passé durant les Bourbons, ça s'est passé durant la Première Guerre mondiale, lorsqu'il a installé l'impôt sur le revenu. Les répressions se sont passées à la fin du règne de Louis-Philippe Ier. Comment il s'appelle l'autre Napoléon, il a vidé les caisses de l'État pour faire ses guerres. En plus, il a nourri un sentiment de nationalisme auprès des autres puissances continentales comme la Prusse ou bien même l'Angleterre, qui, elle, avait déjà vécu une première révolution. Ça, on n'a pas attendu Macron pour vivre ce genre de phénomène. Donc, cette vidéo, bon, Macron est un connard, mais il ne faut pas nourrir le sentiment de haine comme ça.
faut juste observer et attendre que l'orage passe pour voir quelles sont les opportunités qu'on peut saisir. Il faut bien se rendre à l'évidence que la démocratie française n'est pas plus libérale aujourd'hui que toute une série de régimes que nous appelons illibéraux. Bon, la démocratie n'a jamais existé en France, mais bon. Bonjour, je m'appelle Eugénie Mériot, je suis maîtresse de conférences en droit public à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et je travaille sur les rapports entre libéralisme et autoritarisme au prisme du droit constitutionnel comparé. Donc encore quelqu'un qui a plein de diplômes et qui a rien foutu dans la vraie vie et qui va nous dire comment se passent les choses dans le monde. Okay. Alors, est-ce que la séquence que nous vivons est un coup d'État ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord revenir sur la notion de coup d'État, une notion assez ancienne qui nous vient, sans qu'il l'ait formulée de cette manière-là, de Machiavel. Dans l'histoire constitutionnelle française, nous avons des exemples de coups d'État. Le coup d'État de Napoléon Bonaparte, du 18 Brumaire 1799, qui met fin au directoire et qui instaure le consulat, et le coup d'État de son neveu, donc la farce selon Marx, c'est-à-dire la répétition. Il y a eu un coup d'État bien avant, c'était en 1789, lorsque les bourgeois ont autoproclamé l'Assemblée nationale constituante, lorsque Louis XVI a rassemblé les 3 États généraux. Mais bon. De l'histoire comme tragédie, le 2 décembre 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte qui met fin à la Deuxième République. Nous avons aussi, dans notre histoire constitutionnelle plus récente, un moment, celui de 1958, celui de la fondation de la Ve République, qui est très controversé chez les historiens. Certains historiens parlent de coup d'État pour instaurer la Ve République, coup d'État fait par le général Charles de Gaulle à l'époque. Ça n'a jamais été un coup d'État. D'autres voyant dans l'instauration de la Ve République un dénouement à la crise algérienne qui n'est pas en soi un coup de force. Donc, ça n'a pas été un coup d'État, on l'a appelé pour résoudre le problème. Sur ce premier élément, sur la naissance de la Ve République, la question se pose, s'agit-il d'un coup d'État ? Et il y a ensuite ce qui instaure véritablement notre régime actuel, c'est le référendum de 1962 qui instaure l'élection du président de la République au suffrage universel direct. La gauche, quasiment à l'unanimité, avait parlé de coup de force, de coup d'État, et François Mitterrand avait publié en 1964 son livre « Le coup d'État ». Ça s'appelle juste une divergence une divergence d'intérêts. Ça s'appelle un conflit d'intérêts, voilà, qu'est-ce que je raconte ? Un conflit d'intérêts parce que la gauche était au pouvoir et donc du coup, comment il s'appelle le mec ? Charles de Gaulle qui allait à l'encontre de cette gauche toute puissante, ils ont appelé ça un coup d'État, quoi. C'est parce qu'il allait à l'encontre de leurs intérêts, hein. On l'a mis au pouvoir pour résoudre le problème de l'Algérie. Au final, lui, il a rendu l'indépendance à l'Algérie. Ces mecs n'étaient absolument pas contents. Donc, coup d'État. Faut souvent faire attention avec le champ lexical. Hein. Souvent, faut voir. C'est comme les études, quoi. La personne qui utilise les mots, la personne qui nous présente une étude, faut toujours voir qui est derrière et faut toujours voir qui est derrière et quelles sont les personnes qui peuvent avoir un intérêt suite à un narratif qui a été imposé, bien qui a été décrit à une population. Ça, c'est facile, hein. C'est énormément facile. Tu vois, comme les libéraux vont pointer du doigt avec véhémence le communisme et les communistes feront l'inverse, hein, comme par exemple le capitalisme qui a pointé du doigt Hitler parce qu'Hitler a chié sur le capitalisme et la démocratie libérale. Faut toujours analyser la personne qui est derrière. La personne qui pointe du doigt un système, la personne qui pointe du doigt un problème, il faut toujours se poser la question de savoir s'il n'y a pas un problème et si cette personne n'a pas des intérêts. C'est facile, hein. C'est facile, là, maintenant, de dire que c'est un coup d'État. Permanent. Ces différents exemples, que ce soit Napoléon Bonaparte, Louis-Napoléon Bonaparte ou le général de Gaulle à 2 reprises, ce sont ce qu'on peut appeler des coups d'État qui ont été légalisés a posteriori par le vote des Français via un référendum. Que ce soit pour Napoléon Bonaparte, Louis-Napoléon Bonaparte ou le général de Gaulle sur la Constitution de 58 et sur la Constitution de 62, on pourrait dire, eh bien, il y a eu un... Excusez-moi, mais il y a vraiment de gros amalgames, avec tout le respect que je dois à cette dame. Est-ce que Napoléon pourrait considérer cela comme un coup d'État quand on sait pertinemment que Napoléon était un pur républicain ?
Nouveau paradigme, 1789, les mecs arrivent, ils mettent de nouvelles lois, on abrige les privilèges, tout le monde est égaux devant la loi, les droits de l'homme, blablabli, blablabla. Les républicains qui vont zigouiller, les jacobins qui zigouillent tout le monde durant la période de la terreur de Robespierre. Encore à ce niveau-là, il y aura peut-être 2-3 mensonges à ce niveau-là pour ce qui est de Robespierre. On fait de l'interventionnisme républicain. On va directement faire la guerre à l'Autriche pour faire oublier le sentiment français de toute cette terreur qui était installée en France. Napoléon, ce qu'il a fait, il a suivi une continuité. Il a suivi la continuité de tout cet interventionnisme républicain. Et lui, il a accentué cet interventionnisme. Hein. Alors lui, il en a fait des guerres, je crois, 60, pour aller faire la promotion de ses valeurs, ce qui a du coup provoqué une sorte peut-être pas d'isolationnisme, mais en tout cas de nationalisme des personnes qui opposaient la France. Donc, est-ce qu'on pourrait parler là de coup d'État quand on sait pertinemment que, à ce moment-là, les républicains ont imposé à tout le monde leur paradigme? Tu as un mec qui arrive, qui, lui, en 18 Brumaire 99, vient et fait son coup d'État, mais qui, derrière, sur 16 ans, on le laisse faire. Est-ce qu'on pourrait appeler cela un coup d'État? Un coup d'État peut-être pour les royalistes, mais pour les républicains, non. Parce que chaque fois qu'il fallait montrer à ces républicains que Napoléon avait une certaine légitimité, il le faisait très bien. En assassinant certains royalistes, certains anciens princes du sang, en allant faire de l'interventionnisme républicain en Europe, il suivait une continuité. Donc, est-ce que là, on pourrait vraiment parler de coup d'État? En tout cas, je parle loin, mais franchement, il y a des mots souvent. Un vote favorable à une très large majorité des Français. Ce qui invite à se poser la question suivante, est-ce que les Français sont des adeptes du coup d'État? En tout cas... Non, les Français ne sont pas des adeptes du coup d'État. Les Français subissent la folie et la psychopathie de certains hommes. La France est un pays maudit. Hein. La France est un pays maudit. Depuis tu prends 50 ans avant Jésus-Christ, le peuple de base, les autochtones français, donc les Aquitains, les Avernes, les Celtes gaulois, eh bien ils se font soumettre par des gens qui viennent d'ailleurs. Les Romains, ensuite les Germaniques, l'Église catholique de Rome. Ils font du vieux continent leur terrain de jeu. T'as un mec qui prend les territoires, il fait 3 enfants. Dès qu'il fait 3 enfants, il divise le royaume en 3. Alors le mec déjà de 1, pour réunir tout son royaume, il a dû tuer ses frères, tuer tous les concurrents. Dès qu'il meurt, il redivise le royaume en 3 pour répéter l'histoire. Qu'il y ait d'ailleurs de nouvelles guerres entre les 3 frères qui eux aussi doivent se tuer pour savoir qui va contrôler tous les territoires. Et ça a été un terrain de jeu comme ça qui a duré jusqu'à ce que Otto von Bismarck est arrivé et qui a calmé les choses avec la guerre. Ouais, on va dire Bismarck, après Bismarck 1898, 188, je crois, 98, je crois. Ça s'est un peu calmé. Mais durant toutes ces périodes, tu as des gens autochtones dans leur pays qui n'ont rien demandé. On leur a ramené des gens de l'étranger comme moi, ça a été forcé. Des gens de l'étranger sont venus leur dire que maintenant, ici, sur notre territoire, on s'appelle les Francs. Ces gens, entre eux, se font des guerres en Autriche, avec les Vikings, dans les îles britanniques vierges. Ils sont comme ça en train de se faire des guerres. Ils ont tous le même sang, ils contrôlent les territoires, ils contrôlent la France, l'Autriche, l'Espagne, et j'en passe. Et ensuite, même quand ça s'est calmé, tu as de nouveaux mecs qui reviennent avec leurs airs de grandeur, comme Napoléon, qui lui aussi a toujours rêvé d'être un Charlemagne. Déjà d'abord que Charlemagne, lui, il a rêvé d'être un Romain avec son Saint-Empire romain germanique. Napoléon, lui aussi, il a des airs de grandeur. Il veut aussi se prendre pour un empire, avec son sceptre se prenant pour du coup l'empereur. Il a des airs de grandeur, il veut tout contrôler. Résultat des courses, la guerre, le sang, les caisses qui sont vides, exactement comme les 14. Tu as Charles de Gaulle qui est pareil. Lui aussi, il a les airs de grandeur, il veut remettre en place l'autorité. Résultat des courses, maintenant, aujourd'hui, la France est capturée par une classe. Alors, on ne parle plus d'un seul homme. On ne parle plus là maintenant d'un seul homme. On parle d'un groupe de personnes, les énarques. Donc, on passe de
Alors en fait, c'est même pas ça. C'est que de base, on avait un groupe de psychopathes, les germaniques, qui ont foutu le bordel dans tout le continent, jusqu'à foutre le bordel dans le monde entier, parce que l'Empire britannique, c'est aussi des germaniques, des anglo-saxons. Ils ont foutu le bordel partout. Ça s'est réduit de telle sorte que maintenant, après, tu n'avais que quelques mecs qui avaient des heures de grandeur comme Napoléon. Voilà. Quoique, après, pour certains pays, ça n'a jamais changé parce que l'Angleterre, ça a toujours été un parlement de lords. Ça s'est un peu calmé. Et là, maintenant, rebelote. On retourne dans un paradigme où tu as des classes, où tu as des castes, tu as des groupes de personnes, comme les énarques en France. Et tu as les gens qui subissent ça. Ils le subissent. On leur impose des gens qui viennent d'ailleurs. On leur impose un paradigme qui n'était pas le leur de base. On leur impose de se soumettre à une religion. Les Bretons font la guerre face aux Romains face aux Romains avec Jules César. Il les soumet 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à ce que ces Bretons épousent la civilisation romaine. C'est une forme d'asservissement. La même chose avec les Gaulois. Et c'est comme ça tous les jours. Le paradigme du monde, comme ça. On soumet les gens. Et en réalité, la France, c'est un pays maudit où des gens venus d'ailleurs ont toujours imposé un paradigme à des autochtones d'un pays. La France, comme tous les pays du monde. Tous les pays du monde. C'est incroyable. Que se passe-t-il avec la figure d'Emmanuel? Donc non, les Français ce ne sont pas des spécialistes du coup d'État. Non, les Français subissent des situations qu'ils n'ont jamais demandé depuis le début de leur existence. Et pas que les Français, les plus démunis de ce monde. Les Africains n'ont rien demandé. Les autochtones, les Ibériens, les Ibériens en Espagne n'ont rien demandé. Les Germaniques ont pris, les Goths ont pris possession du territoire. Comme les Berbères en Tunisie n'ont rien demandé. Les Phéniciens sont arrivés, ils ont foutu le bordel. Les Romains, ils ont foutu le bordel de partout. Les Francs ont foutu le bordel. Les Allemands ont foutu le bordel. Les Anglo-Saxons sont allés foutre le bordel chez les Bretons celtes. Donc non, les gens ne demandent pas des coups d'État. Les gens subissent une situation de la loi du plus fort est la meilleure. Donc de quel coup d'État on parle ? Emmanuel Macron s'est déjà positionné à de multiples reprises sur son héritage, l'héritage dont il se revendique, qui est celui des Bonaparte et du général de Gaulle. Il avait donné une très très célèbre interview en 2017 lorsqu'il était candidat, où il parlait des moments napoléoniens et gauliens, et depuis un vide qu'il appelait à incarner, et il demandait aux Français de lui donner les suffrages pour ce faire. Donc il y a chez... Et ça, c'est une forme de perversion parce qu'il sait pertinemment qu'il n'a aucune légitimité. Ou bien c'est peut-être parce qu'il sait qu'il n'a aucune légitimité qu'il joue à ce petit jeu. Parce qu'à l'époque de Napoléon, la légitimité de Napoléon était très contestée. Elle était acceptée par les républicains, mais elle n'était pas acceptée par le peuple qui, lui, était encore traumatisé de la Révolution française, un peuple qui avait encore foi au roi. Napoléon n'a jamais été légitime. D'accord ? On parle aujourd'hui de Napoléon en bien parce que Napoléon, comme je le dis, était un républicain. Et on vit aujourd'hui dans le paradigme de la République. Donc, est-ce que Macron, quand il dit qu'il veut répéter cette simulation gaulliste ou bonapartiste, c'est pervers. Mais dans cette perversion, est-ce qu'elle est perverse dans le sens où il sait pertinemment que comme Napoléon, il n'est pas légitime parce que 20% des Français n'ont pas voté pour lui, ou bien est-ce qu'elle est perverse parce qu'il sait pertinemment qu'il a moins de légitimité et de grandeur que Napoléon et que Charles de Gaulle, et qu'il sait pertinemment qu'il ne vaut pas le quart de ces hommes, parce que c'était peut-être des tarés, mais c'était des grands hommes. Et ça, en fait, c'est vraiment malaisant, quoi. Parce qu'en fait, tu as tout un pays qui est en fait soumis à une perversion auto-personnelle, si je ne puis dire, d'un mec qui, quand tu le vois, tu sais pertinemment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Le président Emmanuel Macron, une volonté forte de s'inscrire dans une tradition bonapartiste et gaulliste dite du coup d'État. Donc je pense que c'est le premier élément qu'il faut bien avoir en tête lorsqu'on parle de coup d'État. Il y a en effet une tradition très forte dans laquelle Emmanuel Macron cherche à s'inscrire de coup d'État en France. Mais est-ce que le coup d'État, une fois validé a posteriori par le vote de Français, est toujours un coup d'État ? En tout cas, selon les mots de Bonaparte, à partir du moment où les Français ont ratifié le coup d'État, eh bien,
Comme il l'a dit, je ne suis sorti de la légalité que pour y rentrer immédiatement. Le vote des Français vient de m'absoudre. Cette constitution de la Ve République, elle a de très nombreuses particularités et la plus emblématique, peut-être, c'est celle de constitutionnaliser la dictature, de constitutionnaliser le coup d'État via l'article 16, qui est un article qui donne au président de la République les pleins pouvoirs qu'il peut exercer dans le domaine administratif, dans le domaine législatif et dans le domaine judiciaire. Ce sont des pouvoirs extrêmement étendus, sans aucun garde-fou, le seul garde-fou étant l'interdiction de dissoudre l'Assemblée nationale pendant cette période. Le Conseil d'État s'est prononcé sur le recours à l'article 16 dans un arrêt très, très connu, Rubin de Servins. Il a considéré que ce recours à l'article 16 était un acte de gouvernement, c'est-à-dire qu'il n'est pas justiciable. Et voilà où est la perversion du général de Gaulle. Quand on parlait tout à l'heure de la perversion de Macron, on a parlé de la perversion de Napoléon. Voilà la perversion du général de Gaulle, qui a mis en place cette république, sachant pertinemment que ses héritiers étaient des êtres malveillants, sachant pertinemment quelle était la véritable nature de la scène politique de France à cette époque. Ce mec a mis la mise à l'envers à des gauchistes, et derrière, il arrive à la tête de l'État pour, en quelque sorte, donner les clés du pouvoir à cette caste qui n'avait juste qu'à patienter pour revenir au pouvoir. La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et elle est là, la perversion de Gaulle. Parce que lui, dans son rêve de grandeur de remettre en place l'autorité française, pourquoi cet homme, à son départ en 69, ne s'est aucunement dit il faudrait peut-être qu'avant de partir, je retravaille la Constitution pour brider les personnes qui vont hériter de moi. Qui vont me suivre, excusez-moi, qui vont me succéder, pardon. On n'a pas attendu De Gaulle, on n'a pas attendu Macron pour voir que ça allait capoter. Hein. Dès Destin, là, avec cette loi qui interdisait à l'État de gérer sa monnaie, il y avait un problème. Ou bien même directement après la nationalisation de Mitterrand, de la Banque de France, qui a fait cadeau à Rothschild, il y a eu des problèmes. Elle est là, la perversion de Gaulle. On peut imaginer que le Conseil constitutionnel suive en cela, dans une certaine mesure, la jurisprudence du Conseil d'État s'il devait être saisi à l'avenir. Ce qui est particulier dans cet article 16, c'est que contrairement à la dictature romaine, par exemple, dans l'article 16, c'est la même personne qui prend la décision de décréter l'état d'urgence ou les pleins pouvoirs, l'article 16, et qui s'octroie les pleins pouvoirs dans un même temps. Alors que dans les autres régimes parlementaires, premièrement, il n'y a pas d'équivalent de l'article 16 aussi étendu, mais surtout, il y a une différenciation entre l'organe chargé de décréter l'état d'urgence ou l'état d'exception et l'organe chargé de l'exécution, de la mise en œuvre des pleins pouvoirs. Et nous avons d'autres particularités de cette Constitution. La dissolution est une anomalie parmi les régimes parlementaires, en ce que dans la plupart des régimes parlementaires, pour ne pas dire l'intégralité des régimes parlementaires, c'est le Premier ministre qui dissout, même si nominalement ça peut être le chef de l'État, mais c'est le Premier ministre qui dissout, et il dissout avec parcimonie, étant donné que lorsqu'il dissout l'Assemblée nationale, il remet son poste de Premier ministre en jeu, étant entendu qu'il est un parlementaire lui-même. Alors que le président de la République, lorsqu'il dissout l'Assemblée nationale en France, il ne remet pas en jeu son mandat de président. Et c'est là la grande anomalie de notre système, qu'il s'agisse des systèmes parlementaires, mais aussi des systèmes dits semi-présidentiels, c'est-à-dire les systèmes qui ressemblent plus à notre système, comme la Russie par exemple, où on a un président très puissant qui est élu directement par le peuple, eh bien cette dissolution n'est pas discrétionnaire. Et ensuite, dans les régimes présidentiels, alors là, il n'y a pas de dissolution du tout. Donc cette arme de la dissolution, l'article 12 de notre Constitution, c'est là que réside aussi une grande anomalie de notre Constitution qui, dans une certaine mesure, constitutionnalise une forme de pouvoir de coup de force donné au président de la République. Et d'ailleurs, toute notre histoire constitutionnelle, on pourrait la résumer en quelque sorte à l'histoire de la bataille du Parlement contre le droit de dissolution du monarque. Que ce soit après la Révolution française, à retirer au monarque le droit de dissolution,
justement pour rompre avec l'Ancien Régime. Et ensuite, l'histoire des restaurations monarchiques a été l'histoire de la restauration du pouvoir de dissolution, remis en cause et contesté par le Parlement, jusqu'à ce que, in fine, la République s'impose sous la Troisième République avec la fin du droit de dissolution du chef de l'État. À l'époque, c'était en 1877. Et depuis, le pouvoir de dissolution est revenu en 1955 et puis surtout avec la Ve République en 1958. Donc ces deux articles-là, l'article 16 et l'article 12 de dissolution de l'Assemblée nationale, sont les deux moyens constitutionnels qu'a le président de la République pour imposer des coups de force. L'un, beaucoup plus dangereux, c'est l'article 16 que l'autre. Mais enfin, ces deux articles constitutionnalisent le coup de force. Donc nous avons déjà cette première caractéristique de notre Constitution qui est en elle-même une forme de coup d'État permanent, comme l'avait dit François Mitterrand. C'est un peu... sa présentation est... Ouais, mais c'est un peu de la branlette intellectuelle, quoi. Pourquoi ? Parce que, avec tout le respect que je dois à nos énarques, Louis XIV, même pas Henri IV, d'Henri IV jusqu'à Louis XIV-XV, lorsqu'ils commencent à faire leur absolutisme, ils avaient une certaine légitimité vis-à-vis de leur seigneur et vis-à-vis de l'Église catholique de Rome. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient une certaine loyauté de soldats ou bien de personnes qui étaient prêts à donner leur vie pour le roi. Ils avaient une certaine légitimité, il y avait des gens qui étaient prêts à donner leur vie pour le roi. C'est pour ça que l'absolutisme a marché de la même manière que l'Empire romain. Lorsque tu voulais devenir empereur de Rome, il te fallait juste avoir le salut de ton armée ou bien le salut des sénateurs, des anciens sénateurs. Parce que c'est République et Empire, les sénateurs, ils avaient moins de pouvoir. Napoléon, c'est pareil. Napoléon, lorsqu'il est devenu empereur, parce que Napoléon était un républicain qui a fait de l'interventionnisme républicain, lorsqu'il a été empereur et qu'il s'est mis à contrôler le clergé et la noblesse, il était quelque part encouragé par les républicains qui, eux d'ailleurs, convoitaient de libéraliser l'économie française depuis Louis XV. Il avait une certaine légitimité vis-à-vis de ces personnes. Il a installé sa Légion d'honneur pour derrière avoir le salut de ces personnes et donc du coup derrière avoir les armées pour aller faire toutes ces interventions qu'il a fait en Occident. Maintenant, la question. Charles de Gaulle, c'est pareil. Charles de Gaulle, demain, avec sa Ve République, s'il aurait appliqué l'article 16 ou 12, il aurait eu son armée, il aurait eu l'armée française, il aurait été fidèle. Du coup, il aurait été effectivement chef suprême. Maintenant, on peut se poser la question. C'est beau tout ça, article 16, article 12. Est-ce que vous pensez vraiment que Emmanuel Macron, aujourd'hui, il a la légitimité des armées ? Les armées chient sur Macron. Les flics chient sur Macron. Les flics continuent d'être là et de faire ce qu'on leur dit de faire parce qu'ils sont infantilisés quelque part d'un point de vue libéral et capitaliste. On traficote l'inflation et on traficote le chômage de telle sorte que si tu ne te soumets pas, tu n'as plus de travail et t'es bloqué, quoi. Donc c'est juste pour cette unique et seule raison que ces personnes continuent d'intervenir au nom de l'État. Mais dans le fond, Macron et les énarques n'ont aucune légitimité face à ces personnes. Et je pense qu'ils savent pertinemment que c'est quelque part un point de rupture. Appliquer l'article 16 de la Constitution, je ne suis pas trop sûr qu'au final, les armées n'auront pas dire à Macron, bon écoute, c'est bon, c'est terminé. Déjà qu'avec Sarkozy, lorsqu'il a fait son interventionnisme en Libye, les généraux, les militaires lui ont dit, écoute, ne fais pas ça, tu vas faire un scandale. Depuis pas mal d'années, ces gens n'en peuvent plus de ces politiques qui ne comprennent même pas le paradigme géopolitique de la France vis-à-vis du monde. Donc, franchement, c'est bien l'article 16. Moi, je pense que les gens, ils sont un peu trop attachés, ils sont un peu trop dans l'émotion. Je pense qu'ils accordent un peu trop leur attention sur des choses auxquelles ils ne devraient absolument pas accorder leur attention, comme toutes les lubies de Macron, comme toutes les possibilités que pourrait avoir Macron, tout simplement parce qu'il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire tout simplement parce que, dans le fond, il n'a pas la légitimité du peuple français.
il n'a pas le respect du peuple français, et de toute façon, il ne peut pas faire aussi trop ce qu'il veut, parce que derrière, il y a l'Amérique et il y a l'Union européenne. Maintenant, sur la séquence que nous vivons actuellement, il n'y a aucun doute sur le fait que la dissolution décidée par le président de la République le 9 juin dernier était contraire à une lecture parlementariste de nos institutions. Ce n'était pas contraire à la lettre de la Constitution, puisque ce pouvoir est discrétionnaire. C'était contraire à l'esprit de la Constitution si on considère que l'esprit de la Constitution était d'être une démocratie parlementaire. Mais évidemment, il y a deux écoles. Il y a ceux qui considèrent que la Ve République, en elle-même, c'est une constitution monarchique. Donc pour cela, la dissolution monarchique du 9 juin était complètement conforme à l'esprit monarchique des institutions. La pratique du pouvoir par M. Emmanuel Macron, depuis son arrivée au pouvoir, s'inscrit dans une continuité avec celle de ses prédécesseurs qui ont utilisé l'état d'urgence pour gouverner. M. Emmanuel Macron a été élu dans une période d'état d'urgence, puisque de 2015 à 2017, nous avons vécu sous état d'urgence et que les principales mesures de l'état d'urgence ont été pérennisées dans le droit commun avec la loi SILT du 30 octobre 2017, qui a été une des grandes premières lois du quinquennat d'Emmanuel Macron. Ce paradigme de l'état d'urgence se diffuse dans l'ensemble de notre droit commun et vient restreindre les libertés publiques. Nous avons de multiples exemples de cette restriction grandissante des libertés publiques qui entraîne notre démocratie française vers une démocratie de type illibéral, c'est-à-dire un régime dans lequel le suffrage universel fonctionne toujours, mais les garde-fous, les contre-pouvoirs et les libertés publiques sont de plus en plus menacés. Bon, en d'autres termes, ce qu'il est en train de vous dire, c'est que vous n'avez jamais été dans un pays démocratique, vous n'avez jamais été citoyen de ce pays. Vous avez juste été... on a été témoin, spectateur. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Hein. Désolé, mais la démocratie représentative, c'est pas une démocratie, c'est absolument antidémocratique. Hein, voter pour que quelqu'un derrière s'occupe de votre destin, c'est n'importe quoi. Être citoyen, c'est participer à la vie active politique pour ce qui est d'organiser les lois d'un pays. Il faudrait peut-être revoir la définition des citoyens avec Athènes. En gros, ce qu'elle est en train de vous dire, c'est que la démocratie n'a jamais existé. Maintenant, il y a des mots qui me choquent, là, illibéral, libéral. Il y a des amalgames, et là, on confond un peu les mots, parce que la démocratie libérale, c'est que ce n'est rien d'autre que de la monarchie parlementaire. Hein. Monarchie parlementaire, pourquoi ? Parce qu'au final, vous votez pour des parlements qui d'ailleurs ensuite font ce qu'ils veulent. Voilà. C'est une monarchie parlementaire, tout simplement. En plus de ça, il y a le roi. Il y a le roi qui est le président. Donc au final, c'est tout ce qu'elle est en train de vous dire. Quoi. Je n'avais jamais été libre et vous ne serez jamais libre. Voilà, c'est ça. Durant l'Ancien Régime, personne ne votait. Durant la République, jusqu'à la Seconde République, le suffrage universel était censitaire. Censitaire, donc ceux qui avaient le plus d'argent pouvaient voter jusqu'à la Seconde République. Et troisième, quatrième République, vous votiez pour les députés qui, eux, ensuite faisaient ce qu'ils avaient à faire. Voilà. Et la Cinquième République, et enfin la République, où vous avez accès au vote du pouvoir exécutif. Mais même ce pouvoir exécutif, lorsqu'il est capturé par une personne malveillante, eh bien, vous êtes esclave, tout simplement. Ce que j'ai essayé de faire dans la plupart de mes écrits, en tout cas mes 2 derniers livres, Dictature, une antithèse de la démocratie, point d'interrogation, et Géopolitique de l'état d'exception, les mondialisations de l'état d'urgence, c'est la manière avec laquelle l'état d'urgence travaille les démocraties libérales de l'intérieur. Et cet état d'urgence est toujours en tension. Ça veut rien dire, démocratie libérale. Démocratie libérale signifie monarchie parlementaire. Je vais vous expliquer un peu. Démocratie libérale. J'en peux plus de ce mot. Démocratie libérale. Lorsque tu veux installer un paradigme dans un pays, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue politique, tu dois mettre en place des actions pour installer ce paradigme. Et avant de mettre en place ces actions, tu dois insuffler une idée à un pays.
C'est le paradigme de colonialisme et de colonisation. Le colonialisme, c'est insuffler les idées. La colonisation, c'est mettre en place les actions donc c'est faire c'est tout simplement la continuité de ces idées au travers de ces actions. Démocratie libérale. La démocratie libérale, on retient le mot démocratie. La démocratie était l'idée. Le libéralisme était l'action. Le libéralisme qui a été imposé de force aux Français avec l'abolition des privilèges des corporations de l'ancien régime qui rendait la France décentralisée. D'un point de vue économique, d'un point de vue judiciaire, d'un point de vue administratif, d'un point de vue même monétaire. On a dit le libéralisme économique est la solution. Donc, il faut détruire ces corporations, détruire ces collectivités décentralisées et instaurer un seul et unique courant qui s'appelle le libéralisme économique et laisser faire les marchés faire le travail. Pour installer ces actions, on a utilisé le paradigme de la démocratie et de la République. La démocratie en disant que vous êtes tous égaux devant la loi. La démocratie vous disant que la laïcité, que l'Église catholique de Rome est méchante et elle essaye de vous embobiner, elle essaye de vous pointer du doigt lorsque votre morale n'est absolument pas bonne. La démocratie libérale, ça a été tout simplement la laïcité, l'égalité de tous devant la loi, l'abolition des privilèges, pointer du doigt les aristocrates et le pouvoir du peuple. C'était ça les idées humanistes et aussi les droits de l'homme. Mais quand vous regardez dans vos têtes, vous savez pertinemment que c'est une arnaque. Parce que jusqu'à la 5e République, donc jusqu'en 62, donc 1962, 1789, il y a combien ? Il y a près de 200 ans. Vous n'avez jamais voté de manière directe. Et vous appelez ça une démocratie. C'est juste une arnaque. L'action, c'est le libéralisme économique qui a détruit absolument tout en France. Ça a détruit le côté décentralisé de la France. Avant le libéralisme économique en France, les gens étaient protégés par des corporations. Il n'y avait pas de chômage. Il y avait une monnaie métallique. Chacun se gérait de son côté. Les nobles géraient de leur côté avec les collectivités territoriales. Ils géraient leurs terres. D'accord ? Il y avait tout le monde avec du travail. Il y avait des corporations. Les financiers étaient entre eux. Les ouvriers étaient entre eux. Les mecs de la science étaient entre eux. Les mecs de la santé étaient entre eux. Et ça, il fallait l'annihiler pour que les révolutionnaires bourgeois libéraux libertaires progressistes puissent avoir le contrôle absolument tous les marchés. Vous avez Napoléon qui a accéléré la chose en absolument centralisant tout. Et d'ailleurs, vous vous retrouvez avec des monopoles où le niveau de vie des pratiquants, le niveau de vie des acteurs du secteur primaire n'a pas augmenté sur là maintenant peut-être une cinquantaine, plus de cinquantaine d'années, parce que des monopoles ont été créés dans ce qu'on appelle l'abolition des privilèges et l'égalité de tous devant la loi. Il y a un truc où on enfumait tout le monde, dans la loi Chapelier, où on dit que tout le monde est égaux devant la loi. Bah oui, mais tu vois, le truc, c'est que quand tu es un ouvrier, que tu n'es pas protégé par une certaine caste, et que toi, maintenant, tu es soi-disant égal devant un mec qui est rempli de capital, et que derrière, tu cherches du travail, parce que vous êtes égaux devant la loi, le mec qui est rempli de capital, lorsqu'il va te donner les conditions de travail, tu devras les accepter parce que vous êtes égaux devant la loi, et donc du coup, le contrat de bonne foi. Ça s'appelle la main invisible d'Anna Smith. Chacun a ses intérêts. La somme nulle, la somme de ses intérêts fait qu'il y a une harmonie sociale dans le pays. Une arnaque en tout genre. Une arnaque en tout genre. L'idée était la démocratie, la République, les libertés individuelles, pour insuffler une arnaque économique qui s'appelle le libéralisme économique. D'où le mot démocratie libérale. Vous n'avez jamais voté pour votre destin de manière directe. C'est une arnaque en tout genre. Il faut arrêter avec ces mots. C'est insupportable. Avec l'état de droit et vit des périodes de flux et de reflux. Et ce que nous observons à travers le monde, celle d'un reflux global de la démocratie, n'épargne pas la France. Nous avons une généralisation du paradigme de l'état d'urgence depuis les attentats du 11 septembre jusqu'à la pandémie de Covid, mais c'est une généralisation que l'on peut faire remonter à beaucoup plus loin. Cette généralisation mine les démocraties libérales de l'intérieur et il faut bien se rendre à l'évidence que la démocratie française n'est pas plus libérale aujourd'hui que toute une série de régimes que... Oh si, t'inquiète pas, elle est très 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 libérale, la démocratie française. Très libérale. Elle n'a jamais été aussi libérale avec tous les monopoles qui se font en France et toute la connivence présente en France. La France n'a jamais été aussi libérale. Oh là là, mon gars.
Jamais autant. Que nous appelons illibéraux. Donc il faut être capable de comparer des régimes politiques occidentaux et non occidentaux pour voir les similitudes en termes de trajectoire et surtout bien se garder de penser que la dictature, ça n'arrive qu'aux autres. Ok, bon bah voilà quoi, avec tout le respect que je dois à ces personnes, moi c'est le problème que j'ai avec les universitaires. Ils ont tellement lu de livres, tellement écrit, qu'ils ont oublié de poser la question aux humains, à leurs concitoyens. Macron, Macron n'est pas un dictateur, c'est un charlatan qui a la place d'un dictateur. Je me souviens, Idriss Aberken, il avait dit une phrase, il disait « Lorsque le monarque est un clown, le résultat des courses est que le pays devient un cirque. » Voilà, c'est exactement ça. Macron n'est aucunement un monarque. Macron est juste un clown qui a, on va dire, les pouvoirs, qui a les pleins pouvoirs. Donc, résultat des courses, la France est une grande mascarade. C'est pas un monarque, c'est moi à rire. Bonne journée.